Alexa Lavoie pour Urban News et comme vous le savez, moi et mon collègue Efrain Flores Mocento, nous sommes allés à Cuba sous couverture pour vous ramener l'information de ce qui se passe dans ce pays. Nous sommes allés à Cuba après la capture du président illégitime du Venezuela, Nicolás Maduro. Avec la récente opération militaire américaine qui a conduit à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, tous les regards se tournent maintenant vers Cuba, un allié de longue date du régime vénézuélien. It's a failed nation now, and they're not getting any money from Venezuela, and they're not getting any money from anywhere. It's a failed nation. Mexico is going to cease sending them oil. So I'd like to take care of the people that are here from Cuba. You know, we have many people that came from Cuba that were thrown out of Cuba or that fled Cuba. They came over on rafts. They went through shark-infested waters. I don't know how they did it. And it was many years ago. Many would like to go back. Many would like to at least visit their relatives. And I think we're at a pretty close point. We are dealing with the Cuban leaders right now. Dans le cadre de cette alliance, le Venezuela fournissait du pétrole à Cuba en échange d'un soutien militaire, de services de santé et d'autres formes de coopération. Cette relation énergétique est désormais gravement perturbée, aggravant une crise économique et énergétique dans un contexte déjà en chute libre. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Ernesto Almeida, d'origine cubaine et résident du Québec. Il a quitté son pays et il est maintenant ici depuis 25 ans. Nous allons parler non seulement de la situation actuelle à Cuba, mais également d'une possible action militaire des États-Unis dans son pays d'origine. Moi, je suis venu de Cuba pour apprendre ça, pour améliorer mon expérience comme carrossier de Bosselor. Et je travaillais auparavant dans les garages du ministère de l'Intérieur pour qu'ils comprennent. C'est comme si je travaillerais juste les autos des ministres. Au Québec, je travaillerai seulement sur les autos des ministres parce qu'on aurait, mettons, comme une protection pour ce type de véhicules. En même temps, après ça, je peux travailler pour les MICONS, c'est le ministère de la Construction. Et c'est là que j'ai une opportunité de venir au Canada pour apprendre les nouvelles technologies parce qu'il y en avait des commerçants qui ont été à Cuba pour améliorer ce que c'est ce type de vente des produits canadiens à Cuba. Et dans ce moment-là, une fois que je fais je suis venu ici pour rester, pour apprendre ces nouvelles technologies. Moi, je savais déjà d'où je venais. Je savais comment est-ce que ça travaillait, comment est-ce qu'on vivait là-bas, qu'une fois que tu travaillais dans les systèmes militaires, tu en avais tout, tu avais droit à tout, mais une fois que tu sortais de ces lugares, de ces places-là, c'était épouvantable, c'était la misère à grandeur du pays. C'était des mensonges, par-dessus des mensonges, mais moi je suis conscient de tout ce qui se passait, seulement que je restais en silence. J'étais un de plus parce qu'à Cuba, tu seulement t'aimais contre le gouvernement, tu te plains parce qu'il n'y en a pas d'eau, il n'y en a pas d'électricité, tu pouvais aller en prison. De 5 à 10, 20 ans de prison. Imaginez-vous que même pour manger un steak de bœuf, tu peux aller en prison. Imaginez-vous à quel point là, c'est vraiment serré. Mais cette réalité, on ne la montre pas ici aux Québécois. On montre au Québec que le socialisme, le communisme, c'est les merveilles mondiales. Il montre les plages, il montre toutes les choses qu'aucun Cubain n'avait pas le droit de profiter par avant. Maintenant, le gouvernement à se voir serré avec son portefeuille, il a accepté que les Cubains commencent à aller à avoir ce type de diversion. Mais encore une fois, ça reste que la majorité de ces gens-là, ils ont des connexions avec des familiers qui travaillent pour le gouvernement, veulent ou veulent pas à faveur ou en contre, c'est juste pour survivre la plupart. Et c'est là que nous, on amène à ce type de corruption dictatoriale qu'on a dans le pays en ce moment-là. On sait que le système d'éducation est géré par le gouvernement à Cuba. On sait qu'ils sont éduqués pour croire que la révolution était une chose bénéfique contre l'impérialisme des États-Unis. On le sait également qu'il y a un vent
où ce que là, les Cubains sont en train de se réveiller. Pensez-vous que ça a un peu à voir avec les réseaux sociaux, l'apparition des réseaux sociaux, où est-ce qu'il y a eu une ouverture sur le monde? C'est exactement ça. Une fois qu'un gouvernement dictatorial contrôle les deux choses fondamentales, que c'est la communication, l'information, l'éducation, il change les codes de l'histoire. C'est là qu'ils prennent le contrôle sur les nouvelles générations. Ils ne s'attaquent pas aux personnes plus âgées. Les personnes plus âgées qui connaissent la vraie histoire, ils les éliminent, ils les silencient à tout jamais. Mais tous les jeunes qui viennent après ça, ils vont aller les capter. Et une façon qu'ils le font, c'est comme ici au Québec, qu'à l'université de McGill, à l'université au Cégep, ils amènent des cours de marxisme-léninisme, mais en montrant, en choisissant des gens qui vont aller à Cuba étudier, ou vont aller à Chine, ou à ces places, mais c'est tout payé pour le gouvernement pour montrer une autre version du communisme. C'est sûr, un jeune qui on apprend qu'il peut avoir des choses gratuites parce qu'il le mérite, parce qu'il milite pour une dictature, il va croire des choses parce qu'il ne comprend pas le vrai sens de l'histoire. Il n'a pas eu le temps d'apprendre toute la souffrance qu'on a eue nos patriotes, tous les gens qui ont combattu dans la Deuxième Guerre mondiale, tous les gens qui sont battus dans les pays qui ont des dictatures accrues. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Ils ont une réalité fictive dans laquelle ils les amènent dans un monde que ça n'existait pas. Quelque chose de vraiment là, c'est impossible. Là. Parce que sur le terrain, on est capable de voir, j'ai regardé la télévision, tout est des médias contrôlés, ils disent tous à peu près le même narratif. Et on le sait que les réseaux sociaux sont punissables. Donc, si le gouvernement trouve que des gens ont Facebook ou d'autres réseaux sociaux sur leur téléphone, il y a des risques à cela. Oui, c'est pour ça que le contrôle des médias à Cuba, de tous les réseaux sociaux, c'est fondamental pour eux. Justement, il y en avait une grande acquisition parce que si je ne me trompe pas, les gros câbles qui passent à Cuba, qui rentrent pour l'Internet, ça vient de Venezuela. Et justement, à partir de Venezuela, avec la technologie chinoise, ils contrôlaient l'information qui rentre à Cuba. C'est une des raisons pour laquelle ils donnent l'accès à Wi-Fi gratuit dans toute l'île, mais c'est juste pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe pas dans les réseaux téléphoniques. Encore une fois, chaque fois qu'il y a les Cubains, ils sont dans la rue, par groupe, automatiquement, ils coupent l'électricité, ils coupent l'Internet. Comme ça, les Cubains ne peuvent pas dire « OK, les Cubains de telle place, ils sont dans la rue, nous, on va sortir ». Ils ne peuvent pas s'organiser, ils ne peuvent pas se communiquer entre eux. Et ça, c'est une stratégie qu'utilisent vraiment les dictatures pour contrôler et minimiser l'impact des problèmes. Suite de ça, ils vont prendre toutes les vidéos qui vont sortir dans les réseaux sociaux à l'extérieur. Ils vont aller maison par maison. Ils vont prendre les personnes qui ont été en train de manifester. Ils vont les mettre en prison. Ça veut dire que moi, je suis juste avec une pancarte qui dit « J'aime pas la dictature de Castro » ou « Je veux un changement » ou « Je veux une annexion à les États-Unis », whatever. N'importe quelle pancarte qui va en contre du communisme, qui va en contre de la propagande communiste, tu es automatiquement un ennemi public et tu t'en vas en prison. Et ça peut amener des peines, tu peux perdre ton auto, ta maison, ta vie, ton travail, tu perds tout. Tu es complètement effacé de qu'est-ce que c'est comme de tes droits de citoyen. Pouvez-vous expliquer un peu l'intercoopération du Venezuela et de Cuba? Parce que lorsqu'il y a eu l'action militaire où ils ont capturé Maduro, on a vu que 32 Cubains sont morts. La garde rapprochée de Maduro n'étaient pas des Vénézuéliens, mais ils étaient Cubains. Non seulement le Venezuela envoie du pétrole à Cuba, mais en échange, ils ont aussi des effectifs militaires. Ils ont également plein d'autres échanges qui se font. C'est quoi la coopération? Pourquoi qu'ils fournissent en fait la garde rapprochée des Cubains au lieu de des Vénézuéliens? Ben, c'est très simple. Là. La tête on va le dire comme ça, la tête de la serpent communiste en Amérique, c'est Cuba. C'est un pays qui a préparé sous contre-intelligence, justement avec beaucoup de cadres qui suivent la dictature cubaine
pour ça, on va dire que c'est comme plusieurs universités comme la de McGill, mais des gens qui pensent comment maintenir le communisme. Ça veut dire que c'est des idées qui sortent à grand pas. Une de ces idées, c'était d'amener le communisme aux frontières de Cuba. Comment? À travers Venezuela, Nicaragua, le Mexique et plusieurs autres pays de Latino-Amérique qui ont adopté ce type de révolution qui, justement, jusqu'à aujourd'hui, on voit très bien que pour beaucoup de gens, ils portent l'insigne del Che Guevara sans savoir que c'était un des promoteurs des camps de concentration à Cuba. Ça s'appelle les camps de concentration, c'est l'UMAP, c'est Unité Militaire d'Aide au Travail. Ça s'appelle comme ça, la UMAP. C'était créé dans les années 1960-1970, quelque chose de même. Mais c'était un des celui-là des créateurs des camps de concentration dans lesquels tous les homosexuels, les gens qui croyaient dans les rock, qui suivaient la mode américaine, des gens qui croyaient en Dieu, ils étaient amenés dans ces places-là pour travailler, pour le travail forcé, de 6 heures du matin jusqu'à 8 heures de la nuit, parce que c'était des gens non grates pour le communisme. Dans ce camp, les femmes homosexuelles, elles étaient violées parce qu'ils les faisaient apprendre les goûts à nouveau des hommes. Ils disaient qu'elles allaient reprendre les goûts aux hommes à travers de ce type de relations. Les hommes gays, ils disaient que le travail forcé, ils les feraient à nouveau hommes. Ça, c'était tous les slogans. Et c'est justement pour essayer d'éradiquer toute personne qui puisse montrer une voie différente que le communisme dans cette époque. Ils ont travaillé beaucoup pour changer les livres d'école, les livres de l'histoire d'école, dans lesquels on ne parlait pas les héros de la patrie comme si c'était des révolutionnaires communistes. C'était jamais comme ça. Ils ont utilisé notre apostole José Martí comme si c'était un admirateur du communisme, que ça n'a jamais été comme ça. Et c'est comme ça que les autres ont confectionné qu'est-ce que c'est ce type de dictature, que ça ne fait pas de la nuit à la matin, comme je l'explique à les Québécois. C'est loi après loi, baillon après baillon. Et c'est là que nous, on se ramasse après dans une situation comme laquelle on est aujourd'hui, que l'État est tellement grand qu'on n'arrive même pas dans nos poches, nous, pour survivre ici aussi au Québec. Pour revenir au fait la question, c'est que il avait besoin d'avoir le contrôle et d'avoir des ressources pour pouvoir nourrir le communisme. Alors, il crée la révolution au Venezuela à travers de Chavez. Et cette révolution, que beaucoup de Vénézuéliens n'étaient pas d'accord avec ça, et même il pourrait avoir des insurrections dans les mêmes gouvernements et dans les mêmes forces armées vénézuélienne. C'est pour ça qu'on adopte la milice cubaine et la contre-intelligence cubaine pour la garde reprochée de Maduro et de Chavez. Parce que lui-même, il n'avait même pas confiance dans les personnes qui étaient entourées de lui, des Vénézuéliens qui voulaient peut-être un changement parce qu'ils voyaient que le pays arrivait à nulle part. Donc, vous pensez que Cuba avait une certaine influence sur le gouvernement vénézuélien? Pas un certain. Le gouvernement cubain, il y a une influence dans le Venezuela, dans le Nicaragua, dans le Mexique, dans toutes les places où est-ce qu'il y a des guérillas qui se nomment, même en Colombie, où est-ce qu'il y a des guérillas qui adoptent la dictature communiste. Cuba est derrière de tout ça. On l'a vu très bien au Salvador, avant Bukele, avec le FMLN et Arena, que c'était tout l'armement qui arrivait pour les guérillas, c'était armement russe qui venait directement de Cuba, dans les bateaux, dans les places. Alors, pour pouvoir, comme on dit, maintenir un régime qui ne produit pas, parce que le communisme, ça ne produit pas, c'est des fonctionnaires, mais il n'y a pas de personnes qui produisent, alors il y en avait besoin de quelque chose, de deux choses, la drogue et le pétrole. Avec la drogue, il y avait Fidel Castro, et Raúl Castro, on avait décidé de mettre ça aux États-Unis, le Canada, pour les détruire de l'intérieur. Et le pétrole, c'était une façon d'avoir de l'argent sans être obligé de produire. Comment il arrivait les bateaux à Cuba, des donations, et à partir de ce moment, les 60% de toutes les donations
de pétrole qu'on a eu Cuba en 2025, par exemple, il s'est exporté, il s'est vendu à la Chine, à la Russie et à les autres pays, à l'Iran peut-être, les autres pays qui étaient confabulés dans cette même site de place pour contourner tout ce que c'était les embargos ou les sanctions données pour les États-Unis ou pour les autres pays de l'Union européenne à ces pays qui promeuvent le communisme. Qu'est-ce que vous pensez justement de M. Donald Trump qui dit que Cuba est en train de tomber et plusieurs pensent que Cuba est la prochaine place où il va y avoir une opération militaire? Est-ce que vous êtes pour ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, à titre personnel, je vais l'expliquer à les gens. C'est pas que je suis une personne qui va suivre à Donald Trump à 100% parce que lui est en train de défendre son pays, que c'est les États-Unis. Je suis Canadien et je me dois pour le Canada. Mais si on retombe l'histoire, que c'est ça qu'on ne le montre pas les gens, dans tout le long de l'histoire, les États-Unis, oui, il y en a eu des interventions militaires, il y en a eu des embargos, mais Cuba a déjà été une fois prise à la charge des États-Unis en 1901. Ils ont vu toute la prospérité de Cuba de 1901 à 1959. On était le premier pays en Latino-Amérique qui avait la télé, il y en avait le télégraphe, il y en avait les téléphones, il y en avait les voies ferrées, il y en avait le système d'électricité, les premiers systèmes d'électricité en Amérique latine. Tout ça, il a disparu depuis l'arrivée de Fidel Castro. Regardez maintenant tous les temps qu'on passe les Cubains sans électricité. C'est vraiment horrible, en étant une place qui était vraiment prospère. Les États-Unis, comme je disais, ils étaient au Panama, ils étaient au Japon, ils étaient en plusieurs pays. Et tous ces pays-là, lui, jamais les colonisé. Il a laissé que les propres pays, ils montent avec l'aide des États-Unis. C'est la même chose qui est en train d'arriver une semaine après de la capture de Maduro. Il y a eu, pour ce que j'ai entendu, il y a eu plus de 100 billions de dollars qui ont été investis pour les peuples vénézuéliens, pour reconstruire les pays, pour les refaire aider à nouveau. Alors, moi, plutôt de dire que c'est le diable qui arrive sur nous, je pense que Cuba, il y a une chance de se refaire à nouveau, de donner à nouveau aux Cubains toute sa splendeur, toute sa liberté qu'il a besoin pour pouvoir devenir encore un grand pays. Moi, je ne vois pas ça pire que ce qui pourrait avoir été une révolution, qui pourrait avoir beaucoup de morts. Je vois ça meilleur que la dictature qui est justement en place. Alors, dans laquelle encore des milliers de Cubains essayent de fuir, qui sont prêts à risquer sa vie en traversant les frontières, en traversant des pays, en traversant la mer avec des requins. Et le monde il doit comprendre la désespération des Cubains. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait 67 ans. On ne peut pas avoir une révolution de l'interne parce qu'on était coupé de tout. Ils nous ont enlevé les armes. Ils ont enlevé la foi, ils nous ont enlevé la dignité, on nous a enlevé tout pour se battre contre eux. Même ils nous affament, ils ont affamé les Cubains. Comment quelqu'un qui est affamé, il va être capable de soutenir une grève de 3 jours, 100 jours, sans manger, sans électricité, sans nourriture? On a des enfants à nourrir. Alors, ils savent bien comment est-ce qu'ils font la dictature. Ils savent bien comment les réduire à l'esclavage. Ils savent bien comment la détruire, mettre les bottes dessus la tête. Will you make a public commitment today to rule out U.S. regime change in Cuba? Regime change? Yes. Oh no, I think we would like to see the regime there change. Qu'est-ce que vous pensez de Marco Rubio, qui est lui-même aussi cubain, qui est dans l'administration de Donald Trump? Pensez-vous qu'il veut justement aider Cuba à avoir une démocratie et la liberté? Moi, j'aimerais ça que Marco Rubio puisse se multiplier dans des milliers de Cubains parce que pour moi, là, c'était une idole à l'égal qu'Elvira Salazar, il y a tous les autres congressistes, que je ne me souviens pas son nom en ce moment, je ne suis pas là-dedans, mais tous ces Cubains qui sont à Miami, qui sont en train de faire un énorme travail pour la liberté de Cuba. Moi, je le dis merci beaucoup. Et je suis certain que beaucoup de gens spéculent qu'un jour, Cuba libre. Ces gens-là, ils pourraient être les présidents de Cuba, ils pourraient être les ministres
qui est en charge de Cuba. Je vraiment, pour cela, je lui dis merci beaucoup et qu'il continue avec son intègre attention vers le peuple cubain en sachant qu'eux, ils sont descendants de Cubains qui se sont justement qui étaient obligés de sortir de la île et de venir demander un asile politique à les États-Unis à travers de tous les sites qui ont créé toute les groupes de Cubains de Miami qui ont appuyé por una Cuba libre en ce moment. ¿Tiene un mensaje por los cubanos en Cuba? Yo no puedo decirles que salgan a las calles porque eso es una decisión de cada cual. Es una decisión que de cada uno de ustedes de decidir si es hasta aquí llegamos y nos reunimos todos y nos vamos a las calles o seguimos esperando a que un milagro pase. Los días pasan, la dictadura cubana se prepara y ustedes saben que ellos siempre buscan una manera de ganar tiempo para volver a rehacerse y poder reorganizarse y continuar en el poder. Es ahora o nunca. Hay un apoyo de los Estados Unidos, hay un gran movimiento mundial esperando para ayudarlos, hay miles de dólares esperando para invertir en ustedes. Es a ustedes tomar la última decisión. Yo estoy aquí en Canadá, yo solamente puedo ser una persona que les da la fuerza y el ánimo y que ustedes pueden contar con nosotros. Pueden contar con la coalición de cubanos canadienses de Canadá, todos los grupos canadienses que están en contra de la dictadura cubana, el CID, Cuba Independiente y Democrática, creada por Hugo Matos, pueden contar con él también. Así que ya ustedes saben, la decisión está en sus manos, están en su derecho de pedir su libertad. La libertad, carajo. La libertad, concho, carajo y todo lo que venga. Si vous voulez suivre tous les reportages sur Cuba, nous avons un site web qui s'appelle lavéritésurcuba.com. Sur ce site web, nous avons nos reportages. Vous pouvez également donner ce que vous pouvez pour nous aider à continuer à couvrir cet enjeu important. Et merci de partager nos reportages.